Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast vidéo de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour nous accompagner, nous avons Dominique Libaud, directeur de l'EN3S, président du Haut Conseil de financement de la protection sociale et ancien directeur de la sécurité sociale, un homme qui connaît les sujets d'actualité, qui a été même instigateur sur certains d'entre eux. Avec lui, nous allons parler de deux grands sujets. Le premier, c'est évidemment la question de la perte d'autonomie, le rapport Vachey qui est sorti la semaine dernière. On va un petit peu détricoter tout ça. Et le deuxième point, c'est des travaux qui passent un petit peu inaperçus, mais qui ont focalisé beaucoup les attentes des acteurs du secteur sanitaire. C'est la révision de l'ONDAM, basculer d'un ONDAM annuel à un ONDAM pluriannuel. On va en parler un peu avec lui parce que le Haut Conseil de financement de la protection sociale a fait quelques travaux en la matière qui ont l'air d'inspirer le Ségur. Donc, il va nous en parler un peu plus précisément. Tout d'abord, bonjour Dominique. Bonjour Alexandre. Dominique, alors vous êtes. Avant, il y a un an, il y avait le rapport Libaud qui faisait office. Maintenant, on a le rapport Vachey. Alors, je suis désolé, hein, vous êtes dans le box-office. Maintenant, nous en avons un nouveau sur la table. Voilà, alors plus sérieusement, vous l'avez lu, j'imagine, dans le détail, comme bon nombre d'acteurs. On l'a mis en ligne sur notre site internet. Quelle est pour vous la lecture globale de ce rapport Vachey? D'abord, effectivement, un rapport succède à l'autre, etc. À un moment donné, il serait bon aussi d'aller à l'action réellement, hein. Le sous-titre de mon rapport, c'était le temps d'agir. Je pense que c'est un sujet beaucoup documenté. Euh, Honnêtement, comme beaucoup d'autres acteurs de ce sujet, je nourris une certaine impatience maintenant, pour être franc, sur le fait que tout ceci se mette réellement en action. Je pense sincèrement que c'est un sujet vraiment absolument prioritaire, le sujet du grand âge, et parmi ce sujet, le sujet des métiers du grand âge notamment. Et donc, voilà, si j'ai un message, c'est vraiment, je, je souhaite très vivement pour la France, pour les Français, pour les personnes âgées, pour celles et ceux qui s'en occupent, qu'on passe à l'action. Alors, le rapport Vachey peut bien sûr y concourir sur les questions d'organisation. Donc qu'il avait pour partie à traiter. Bon, il reprend en partie les orientations que j'évoquais, c'est-à-dire par rapport au débat un petit peu sempiternel et qui s'est un peu envenimé du reste dans la crise Covid entre départements et ARS. Il arrive au constat qui était le mien, c'est que l'idée qu'on ait un seul acteur territorial est une chimère. Une chimère parce que la politique du grand âge n'est pas simplement une politique médico-sociale, c'est une politique plus globale de la place de la personne âgée dans la vie avec les autres, avec tout ce que ça comporte sur le transport, l'hébergement, la mobilité, la citoyenneté. Et donc, les collectivités locales ne peuvent pas être absentes de ce sujet, ça serait une erreur. Donc, mais par ailleurs, il y a des sujets médico-sociaux, sanitaires, qui exigent une très forte collaboration entre les acteurs du sanitaire et du social. Et la crise Covid nous l'a aussi démontré. Donc, notamment un EHPAD tout seul et un EHPAD en extrême fragilité. On sait que les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles de notre société sont dans ces établissements. Et si on veut protéger ces personnes, il est nécessaire que l'EHPAD soit relié aux autres acteurs, à l'hôpital, à la médecine de ville, et qu'ils puissent bénéficier de cet accompagnement sur un territoire, et notamment en période de crise. Et ça doit être piloté par l'acteur qui, sur les territoires, a responsabilité pour l'État de piloter la politique de santé, c'est-à-dire l'ARS. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et d'une certaine manière, le rapport Vachey reprend ceci. Et donc, avec au niveau national, un rôle dévolu notamment à la CNSA, qui doit être conforté, dont son rôle doit se voir élargi, et notamment un rôle, ce que j'appelle un rôle d'équité territoriale. C'est-à-dire, parce que je dis oui, les départements doivent rester, et on doit revoir les choses, notamment je proposais, le rapport Vachey reprend aussi ça, la fusion des sections soins et dépendance au sein des EHPAD pour simplifier la tarification, la gouvernance des EHPAD. Donc, je pense que c'est une chose extraordinairement importante, mais les départements, très vraisemblablement, vont rester présents sur d'autres terrains.
et sur les terrains notamment du domicile, qui est là où on rencontre le plus d'invisibles, si j'ose dire, et c'est dans lequel aussi sur lequel je veux apporter l'attention, c'est tout ce qui se passe à domicile. Et là, on a des inéquités territoriales, et donc la CNSA doit avoir un rôle plus actif qu'aujourd'hui d'équité territoriale. Mais Dominique, concrètement, alors le rapport Vacher exclut la représentation locale, c'est-à-dire de caisses locales, à l'instar des CEPAM ou des CAF. Concrètement, comment ça va se passer? C'est-à-dire que la CNSA va donner, en gros, va piloter, donner une doctrine qui après va être s'articuler entre les ARS et les départements, ou parce qu'il y aura, comme vous l'avez dit, il y a des disparités entre je sais pas, le département de la Creuse et le département des Hauts-de-Seine. Les aides, le niveau d'aide ne sont pas les mêmes. Comment tout ça va pouvoir s'harmoniser pour qu'il y ait un principe d'uniformité qui est propre un petit peu à la sécurité sociale française? Oui, il y a une doctrine. Le rapport Vacher aussi évoque des contrats départementaux un peu revus entre les acteurs départementaux et la CNSA. On peut imaginer d'autres formes de contrats, mais oui, c'est l'idée qu'il y ait une orientation nationale forte et ensuite une déclinaison territoriale qui est harmonisé sur certains points, mais aussi avec des libertés d'action, évidemment, sur d'autres points. Et je pense que tout l'enjeu, c'est d'arriver à concilier une solidarité nationale avec aussi une certaine liberté qui est ouverte aux acteurs territoriaux, parce que sur les prestations monétaires, il doit y avoir homogénéité, mais ensuite, il y a construire des services qui peuvent être non pas différents, mais en fait s'adapter aux différences des populations. C'est évident qu'en population rurale ou en population urbaine, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, on doit se donner la liberté d'action sur le plan territorial. Et c'est ça qui est l'enjeu, je trouve, très intéressant de cette cinquième branche, c'est de construire une protection sociale nouvelle qui certes, il y a l'idée de solidarité nationale, l'idée de droit objectif et d'homogénéité et d'universalité, et en même temps, la territorialisation de services. Et c'est ça qui est l'enjeu, et savoir comment on va le construire. Je pense que le contrat, effectivement, peut être une idée intéressante. Je dis aussi, il y a des choses très techniques, comme les systèmes d'information, les remontées d'information. Aujourd'hui, on manque énormément de données pour piloter ces sujets. Je pense aussi qu'il y a un effort à faire sur les systèmes d'information pour piloter, pour bien savoir ce qui se passe. On a plus d'informations, mais souvent avec retard, notamment l'adresse fournit donc quelques années après, des rapports assez détaillés sur les hétérogénéités sur l'APA, par exemple, etc. Je pense qu'il va falloir travailler, être un peu plus en direct pour veiller à cette équité territoriale. D'accord. Il y a beaucoup d'aspects, on passerait des heures avec vous pour en parler, mais il y a un aspect aussi qui interpelle beaucoup de monde, c'est la question du financement. Vous l'aviez pointé dans votre rapport. Le rapport Vacher parle notamment de basculer, de passer d'une enveloppe CNSA, donc une cinquième branche, de 27 milliards à 45, si je ne dis pas de bêtises, à peu près dans ces écarts-là. Souvent des pistes. Alors, on avait la première piste, celle qui avait été quasiment acté par le gouvernement d'affecter un code-part de la CRDS dans un futur proche au financement de la dépendance. Il ouvre d'autres pistes, beaucoup de pistes, hein, même, ça, c'est assez compliqué. Certaines apparaissent un petit peu contradictoires. Je prends l'exemple par exemple, de baisse du crédit d'impôt sur les aides à domicile, au moment où on essaie de développer les soins à domicile, et surtout le suivi des personnes âgées à domicile avec leur maintien, ou alors aussi les questions de baisse des abattements sur les pensions de retraite. C'est des pistes très explosives. Est-ce que vous pensez que on doit en passer par là et on peut faire accepter ce New Deal aux Français pour pouvoir financer ce risque, ou malheureusement on va devoir rester sur la première version, c'est-à-dire un code-part de la CRDS, et donc rester sur un périmètre assez restreint? Alors, le point commun de mon rapport à celui de Laurent Vacher, c'est que celui de Laurent Vacher ne remet pas en cause d'abord l'idée globale des volumes de besoins de financement que j'évoquais dans mon Tout à fait. rapport. Ouais. Les volumes à peu près qu'il s'agit de mobiliser, le rapport ne remet en rien en cause, effectivement, ce que j'évoquais. En revanche, le rapport, il y a deux différences entre le rapport Vacher et le mien sur les questions de financement et de distinction qui s'expliquent facilement. La première, c'est
il faut revenir sur les modalités d'élaboration de mon rapport qui sont très différentes de celui du rapport de Laurent Bachet. Moi, c'est un rapport ici d'une concertation avec l'ensemble des acteurs et j'avais un atelier financement qui était avec les administrations financières, pilotées d'ailleurs par la directrice de la sécurité sociale de l'époque, avec le directeur de l'INSEE, mais avec l'ensemble des acteurs. Et j'essayais d'émettre ensuite des propositions qui faisaient un peu consensus au sein de cette concertation. C'est ce qui m'avait amené à ne pas retenir certaines propositions qu'on retrouve dans le rapport Vachet, parce qu'il se trouve que eh bien, les acteurs vraiment ne les portaient pas. Je pense à la deuxième journée de solidarité, par exemple, parce que j'avais constaté que voilà, les acteurs ne le portaient pas. Voilà un exemple, ou par exemple la hausse de CSG retraité. Bon, donc tout ça, je n'avais pas retenu. Mais aussi, j'en viens tout de suite au deuxième élément qui fait que nos rapports, effectivement, forcément, sont un peu différents. Je le faisais dans un contexte financier totalement différent. Oui, là, on est. Dans lequel exerce Laurent Bachet. C'est-à-dire que moi, mon rapport, en fait, c'était l'idée qu'on avait un espace à ce moment-là d'échapper à du prélèvement obligatoire nouveau. Et en fait, je m'efforçais de redéployer des ressources existantes pour les remettre sur le sujet grand âge. C'était ça l'idée force finalement du financement et qui était tout à fait plausible à l'époque. Parce qu'on avait la perspective d'excédent dans un certain nombre de branches, parce qu'il y avait la perspective de fin de la CADES. Donc, voilà, l'idée, c'était il faut mobiliser les ressources post-CADES, il faut voir, etc. Et faisons une priorité au sein de la protection sociale. Et très honnêtement, j'étais aussi contre contre une réalisation du gouvernement en cours qui était parce qu'il faut rappeler que la hantise de ceux qui pilotaient les finances publiques à l'époque, c'était les excédents possibles de la Sécu. Et donc, ils avaient commandité un rapport à M. Charpy et M. Dubertret pour dire comment on peut rompre avec cette idée d'excédent et notamment rompre avec l'idée de compensation intégrale des allègements à la Sécu que j'avais réussi à introduire lorsque j'étais conseiller de Mme Simone Veil. Voilà, je trouvais ça fou, honnêtement, cette idée, à la fois par rapport au sujet dépendance, mais aussi par rapport à l'idée de la possibilité de crise. Je ne savais pas quand une crise arriverait, évidemment, mais je savais qu'elle arriverait. C'était évident. Je trouvais absurde de désarmer ainsi la sécurité sociale face à une crise économique dont je savais qu'elle allait arriver. Et ça, j'ai évoqué dans le... Surtout qu'on a vu l'expérience 10 ans précédemment avec la crise bancaire et les conséquences sous l'ère Sarkozy. Des années et des années, effectivement, à s'en remettre. On est obligé d'avoir des objectifs de dépenses qui sont inférieurs à la progression de la richesse nationale parce qu'il faut, on part de déficit, etc. Et en fait, ça crée une tension sur notamment les dépenses de santé qui, à la fin, est très, très compliquée. On est obligé de mobiliser des ressources pour la dette. Enfin, voilà. Pour X raisons, je disais, en cas d'excédent, faisons des réserves, et les réserves sont absolument essentielles pour pouvoir faire face aux crises futures. Et je déplore énormément, effectivement, que ça soit toujours pas dans la culture, effectivement, des finances sociales françaises et des pouvoirs publics, effectivement, de cette politique de réserve quand ça va bien pour permettre de faire face aux coups durs quand ça va mal. Voilà. Pourquoi, effectivement, évidemment, Laurent Bachet, lui, il trouve une situation totalement différente et donc il fait le listing un petit peu de ce qui est possible, mais malheureusement, et d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement dit on va mettre ça en discussion, mais évidemment, il est très probable qu'il ne prenne aucune décision maintenant, puisque le gouvernement lui-même dit pas de prélèvement obligatoire pour l'instant. Donc, on a un listing de. Alors, ce n'est pas inutile pour la discussion pour l'avenir, etc., mais on voit bien qu'on est aujourd'hui dans une situation extrêmement compliqué et rendu encore plus compliqué par le choix qui a été fait par le gouvernement de dire donc en priorité on va rembourser le déficit, la dette passée et donc proroger la CADES, qui fait que la CSG disponible à côté de 2024, elle est priorisée là-dessus, non pas sur les équilibres futurs ou sur la dépendance. Voilà, c'est un choix, mais qui forcément fait que les possibilités sont. Dominique, juste un petit dernier mot, après on va passer sur la question de l'Ondam, parce que ça fera le lien un peu sur la question de finance. J'imagine que vous devez être déçu de voir que les arbitrages font que
encore une fois, le projet de loi qui était attendu à fin 2019, après à fin 2020, le projet de loi autonomie serait plutôt 2021, premier semestre. Il n'est pas temps d'agir rapidement là-dessus? Moi, je l'évoquais d'emblée par rapport au Hum. rapport Vacher. C'est vrai que moi, je pense que, enfin, il aurait été, même avant la crise Covid, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est fort dommage que tout ce mouvement, cette dynamique, et notamment cette dynamique en faveur des emplois, elle n'ait pas été mise en place très rapidement après mon rapport et celui de Myriam El Khomri. Vraiment, c'est parce que bien sûr, il y a un sujet d'anticipation, et l'anticipation, on pourrait dire, on a un peu le temps, puisque c'est surtout à compter de 2030 qu'il y aura un accroissement très sensible de la population des très âgés en France. Mais en fait, il y a un sujet dès maintenant, puisqu'il y a un problème vraiment d'attractivité des métiers dès maintenant, et une fragilité des établissements et des services pour simplement assurer la continuité du service. Donc moi, je suis inquiet, pour être franc, je suis inquiet, et notamment si la crise sanitaire à nouveau s'aggrave, sur cette continuité de service, avec des personnels, faut bien dire, souvent épuisés. Donc voilà, c'est très dommage qu'on n'en fasse pas une priorité. Alors, ce que je pense aussi, et je pense que le gouvernement n'y est pas totalement insensible, parce que je porte beaucoup ce discours avec Myriam El Khomri, c'est que des choses peuvent être faites sans forcément la loi. Oui. Donc, oui, la loi est très importante. Il y a aussi ce qui peut être fait dès maintenant. Donc, j'attends des actes. Sur ces dossiers, notamment métiers, le plus rapidement possible, parce que je pense que, et plus la loi est retardée, parce qu'il faut bien dire effectivement donc son calendrier est décalé, plus il est nécessaire d'anticiper sur un certain nombre de sujets, et avant tout le sujet des métiers. Et comme vous le dites, en plus, c'est des sujets qui sont sur du long cours et qui ne sont pas des effets instantanés. On bascule sur le deuxième sujet. Alors, on va parler un petit peu de l'ONDAM. Alors, on est à une semaine de la présentation du PLFS a priori, on touche du bois. Ça devrait être présenté au moins dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale d'ici la fin de la semaine prochaine, selon nos informations. En tout cas, il y a l'ONDAM. Alors, ce sera a priori, si on en écoute l'exécutif, la dernière année de l'ONDAM annuel. Il y a des travaux qui seront lancés donc dans les prochains jours, ou actuellement déjà un petit peu en cours au HCAM, mais qui vont s'appuyer sur ce que vous aviez fait il y a un an. Le Conseil avait fait une série de formulations pour basculer d'un ONDAM annuel à un ONDAM pluriannuel. Question très simple, Dominique. Pourquoi? Est-ce que ça fait sens? Parce que l'ONDAM annuel vraiment freine la progression, l'amélioration de notre système? En tout cas, on se rejoint. Je ne suis pas sûr que les acteurs du Ségur Santé aient tous lu attentivement le rapport Ouais. HF. Euh, mais on se rejoint effectivement, et en tout cas, effectivement, certains oui. Mais on se rejoint évidemment sur l'idée que il y a un sujet essentiel de mieux situer le débat démocratique sur ces sujets-là. Ce que je disais, c'est que la façon dont on présente le sujet au Parlement est trop exclusivement financière, et trop exclusivement financière dans une vision très court-termiste. Et ce n'est pas compatible avec une bonne gestion de notre système de santé dans la durée. Ces sujets santé doivent forcément être pris dans la durée, y compris dans le retour sur investissement qui permet effectivement de maîtriser la dépense. Il y a très peu de sujets intelligents dont le retour sur investissement est dans l'année. Et en ayant ce mur de l'annualité, eh bien, on se limite d'une certaine façon à des postes d'économie que j'ai parfaitement identifiés, puisque j'ai pendant 10 ans piloté des lois de financement, donc je sais très bien, et honnêtement, une loi de financement, en réalité, moi, je peux la faire en une demi-heure, parce que dans ce cas. C'est gentil. Mais c'est vrai, votre successeur nous l'avait précisé, enfin, qui maintenant était directeur de l'ACTAM, nous avait dit aussi qu'il y a des Pour mécanismes. garder Voilà. notamment les postes d'économie sur 10 ans et tout ça, vous allez trouver le médicament, parce qu'effectivement, on peut faire des économies assez rapides sur le médicament, sur le prix du médicament. Donc, ensuite, c'est le quantum, effectivement, qu'on met, etc. Vous allez mettre un chapitre lutte contre la fraude, même parce qu'effectivement, on peut avoir des éléments, même voilà, c'est pareil, le quantum. Enfin, bon, c'est pas trop compliqué, effectivement. Voilà, vous retrouvez à peu près tous les mêmes postes, etc., d'une année sur l'autre. Et en revanche, d'une certaine manière, c'est interdit de réfléchir sur des choses
plus organiques, qui prennent du temps et qui permettent de mieux concilier aussi donc les progrès du système de santé lui-même et l'aspect dépenses. Et donc, c'est ça que je préconisais et que, effectivement, le Ségur Santé dit. Et alors, il va plus loin, effectivement, même en disant, donc, et c'est la réflexion ce que le HCAM doit mener, que le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie doit mener, comment on fait la balance entre la norme financière et puis les besoins liés à l'épuisement de la population, à la situation sanitaire, etc. Et donc, comment on objectif plus. Donc voilà, donc il y a un souci de mieux calibrer les choses qui me semble intéressant, nécessaire. Et oui, donc c'est dans notre réflexion. Moi, ce que je disais aussi beaucoup, c'est qu'il faudrait sans doute mieux objectiver les finalités qu'on poursuit avec le système d'assurance maladie, le système de santé, et aussi bien légitimer ces objectifs. C'est quoi ce qu'on veut? Est-ce que c'est sur l'accès aux soins, sur donc la prévention, etc. Il faut identifier finalement mieux ce qu'on veut et comme ça on peut dépenser utilement. Il y a aussi par exemple quelque chose qui ne figure pas aujourd'hui dans la loi de financement ou les annexes, c'est tout simplement l'attractivité des métiers liés au système de santé. Donc, or, effectivement, pour qu'il y ait un système de santé qui marche, il faut aussi donc des professionnels. J'en parlais pour le grand âge, mais c'est en partie vrai pour à l'hôpital. Le problème de la couverture territoriale, etc., qui aussi peut être posé. Donc, il faut dire ce qu'on souhaite et ensuite être cohérent entre les objectifs et les moyens. Et je pense que ce sujet de la cohérence, il est au cœur de la démocratie, du débat public. C'est là que, honnêtement, on a énormément de progrès à faire. Et donc, on doit essayer de construire des outils qui permettent à notre système démocratique de mieux gérer cette cohérence, parce que ce dont souffre, je pense, la démocratie, c'est en partie que les gens ont l'impression que oui, il y a du discours, mais ensuite tout ça, ça ne suit pas et c'est pas cohérent. Donc voilà, comment on retrouve de la cohérence, c'est très important. D'accord. Merci Dominique pour avoir synthétiser en 3 minutes à peu près vos travaux et vos conseils. C'était très clair. De toute façon, on suivra ce dossier, hein. C'est un sujet de long cours. Hein. De toute façon, ce ne sera pas dans les prochaines semaines qu'on verra les premiers arbitrages, premières recommandations du HCAM, mais ce qui aura été retenu par le gouvernement sera plutôt sur le premier semestre 2021, selon la feuille de route établie par le Ségur de la Santé. Dominique, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. Je sais que c'est un peu compliqué. Le N3S va bien? Les élèves sont venus en classe, ils sont en téléclasse et comment ça se passe? On essaye le plus possible, quand c'est possible, de faire du présentiel parce que bien sûr, on a fait du présentiel très rapidement. Donc, pour les élèves et aussi en formation continue, on a beaucoup proposé de formation en distanciel. Mais les élèves, honnêtement, ils nous disent c'est quand même mieux quand on est en présentiel, quand on est en collectif. Et donc, oui, on voit bien, et c'est aussi vrai dans les milieux de travail, que bien sûr, le télétravail, c'est possible et il faut l'intégrer plus dans nos organisations de travail ou dans nos organisations d'écoles supérieures. Mais voilà, il faut quand même aussi du présentiel, y compris donc à l'EM3S. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et toujours aussi, bien sûr, en intégrant la partie stage, parce qu'on a aussi intégré un stage gestion de crise dans cette période et qui a été très, très bien perçu par les élèves et par leurs employeurs. Et c'est vrai que cette alternance entre la réflexion à l'école et les stages, évidemment, c'est les forces de la scolarité EN3S. Écoutez, en tout cas, on leur souhaite bon courage pour ce cursus scolaire. Écoutez, à très bientôt, Dominique. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je vous en prie, merci beaucoup. Portez-vous bien tous. Merci Alexandre. Merci à toutes et à tous en tout cas de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro qui, à mon avis, sera plutôt PLFSS. Voilà. Merci bien à toutes et à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Donc, à très bientôt. Merci. Au revoir.